se fait rarement en France. Donc il y en a eu déjà 2 exemplaires. Alors une en 2005 à Saint-Malo, qui a duré 6 mois, qui a été très belle. C'était donc l'aventure du modélisme. Et puis la deuxième qui a eu lieu à Rochefort, pareil sur un week-end, qui est du même type qu'aujourd'hui à Évian. Et puis Évian, c'est la 3e qui se réalise à Évian. Donc c'est une exposition unique. Les exposants, ce sont pour la plupart des connaissances, des relations, et puis le bouche à oreille a travaillé, ce qui se fait qu'aujourd'hui, entre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, et puis après les pays vraiment très loin. Et les pays très loin comme Israël. Et le Japon. Et le Japon nous ont répondu, ont participé quand ils ont vu l'enthousiasme. Ça fait 2 ans que Hubert travaille dessus. On a pris en même temps après la relève. Parce que c'est une plongée dans l'histoire maritime et lacustre. Ces modélistes se connaissent par les forums, par des messageries, mais ils se connaissent pas en fait. Au total, il y a quand même 70 exposants environ, dont 10 associations qui sont liées au patrimoine maritime et lacustre. Faut savoir, c'est que Évian Modélisme, qui existe depuis 2019, quand on a créé tous les deux cette association, et on a créé des liens avec toutes les associations du patrimoine autour du Léman, franco-suisse. Donc on a des liens vraiment très amicaux avec eux, et ce qui nous permet justement de pouvoir organiser de telles manifestations. Voilà. Et pour vous montrer la participation, on prend le cas par exemple de la CGN, qui a tout de suite adhéré à cette manifestation et nous a détaché aujourd'hui spécialement la navette entre Lausanne et Évian du bateau à vapeur, la Savoie. Non, la Suisse. La Suisse, pardon, la Suisse. Oui, et puis très solide aussi. Ouais, c'est solide. Et ça tient longtemps, ouais. Je fabrique les bateaux en bouteille et les maquettes miniatures. Voilà. Vous faites à la vente? Oui, je les vends. Je les fais sur commande. Oui. C'est mon métier. Ça va loin alors. Le plus simple. Le plus simple. J'ai même fait des bateaux en bouteille pour les maisons de poupées une fois. C'est le plus petit que j'ai fait, et puis voilà, ça c'est le plus compliqué, le gros. Et là, elle est belle la goélette. Le goélette. Vous mettez ça en vente très cher. Pour les bateaux en bouteille, ça commence vers 500 francs jusqu'à 5 000. Oui. Ça, c'est du grand art. Celui-là, c'est un peu un cauchemar parce qu'il n'y a rien de droit. Y a rien, tout est courbe. Ouais. En fait, c'est comme un Lego, c'est-à-dire que tout est en pièces détachées, tous les éléments s'assemblent par tenons et mortaises. Je fais un pré-montage dehors et quand ça coïncide, quand ça colle, je refais la même chose à l'intérieur. Voilà. Avec quel type d'instruments Le tout. Des instruments d'ession de canne à pêche, des brochettes à barbecue, du matériel de chirurgien, etc. C'est très variable, ça va de 2 semaines à 6 mois selon la complexité et l'ampleur. Donc je les vends comme des objets d'art. Et ça peut atteindre quel prix? Jusqu'à 15 000 €. Mais la moyenne c'est 1 000, 2 000. Hier is die Galeonsfigur. Ja. Das ist die Galeonsfigur. Aha.
ist ein Engel. Ja, Bedeutet, wenn Sie ein Gemälde, so Säule, gebrochene Säule sehen, alles ist vergänglich. ah ja. Das, Pour moi, c'est la plus belle maquette das de ist l'expo, alles mit einem Sinn. au niveau travail, au niveau détail, sculpture, travail du bois. Ça, c'est magnifique, tout ce qui est là, c'est magnifique. Mais là, c'est vraiment du travail d'artiste, de sculpteur. Ouais, il y a des maquettes, vous avez 17-18 ans de travail dessus. C'est en milliers d'heures. Et puis là, lui, ça c'est Saint-Michel. Il dort parce que le cercueil n'est pas là, il n'y a pas de mort là, qui est à l'intérieur. Donc ils sont, en fait, ils sont en voyage pour aller chercher une personne décédée. C'est une réplique d'une barque funéraire existante. Oui, 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 oui. Qui est dans la région de Venise, j'imagine. Oui, 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 c'est typiquement Venise. On voit souvent sur les tableaux hollandais, c'est l'œuvre en particulier Bordeaux, les grands noms de la peinture hollandaise, ce type de bateau qui était en fait le bateau de prestige, le yacht de yacht, puisqu'on est en Hollande, le yacht du chef de la compagnie, du président de la compagnie, qui va accueillir le bateau qui revient des Indes avec son chargement. J'ai vu cet bateau en nature dans le Baltique, je ne sais pas en français, au nord. C'est fantastique. En réalité, cet bateau avec dans la mer et c'est Amazing. oui. C'est 4000 heures, plus de 4000. I wanted to build this model with the masters, but for now is I works on this model. It's not finished. C'est la fabrication et la reproduction à l'identique de ce que pouvait être un navire de l'époque, avec les mêmes principes de construction. On est sur quelle époque? Là, on est à la fin du 18e. Donc ce bateau a été construit en 1799. Il a participé à la campagne d'Égypte et capturé par les Anglais à la capitulation d'Alexandrie. Et pour l'anecdote, c'est le bateau qui a ramené la pierre de Rosette en Angleterre. J'avais été visiter l'expo de Rochefort quand elle avait eu lieu il y a 5 ans à peu près, 5-6 ans. Et sur l'expo, Gérard Delacroix présentait la monographie de son bateau. Et il a eu la gentillesse de me la montrer et puis voilà. Je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Il n'a que 4 ans de travail dessus là pour l'instant seulement. J'ai encore à peu près 10 ans de travail pour le terminer. Depuis que j'ai un peu plus de temps, depuis 2 ans maintenant, je travaille en moyenne 3 heures par jour dessus. Later, no? Yeah, but for drill, for the Anchor, yes. And You have to do it. here. Ce sont des pièces uniques qu'on restaure. On a
des classes J qui sont des anciens bateaux de course. On a la goélette là-bas. On a la petite goélette là-bas qui sert de bateau école. Et On a quoi? On a l'Hermione, on a le Soleil Royal. Ici, encore une pièce unique qui a été restaurée avec plus de 6 mois de travail. Magnifique, pièce magnifique. Et puis le canot de l'empereur, pièce royale. Tout doré à leur fin. Sur le lac d'Annecy et il a coulé en 71. Voilà. La ville d'Annecy ne pouvait pas le réparer parce qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour le refaire. Et ils l'ont vendu à le patron des bateaux-mouches de Paris. Il a été revendu et lui s'en est servi comme boîte de nuit. Et ça ne blessait pas trop aux gens d'Annecy. Alors, exactement pourquoi il a coulé, on ne le saura jamais. Il est sur le lac d'Annecy, là. Vous ne pouvez pas le mettre sur le vélo parce que... La courbe était suffisante pour correspondre. D'accord. Dessous, j'ai un premier bordage. Oui, qui est plus... Qui est plus facile à faire. Ok. Je le mets dans une casserole d'eau et je fais bouillir. D'accord. Quand ça bouge, je la sors et je la mets dans sa matrice. Okay. Rajouter des fonctions mathématiques sur des liaisons. Imaginez. Là, c'est des primitives de type parallélépipède, pour tout ce qui est petit croisillon. Primitives parallélépipèdes. Bon, c'est un petit bout de bois que tu positionnes comme il faut. Tu peux éventuellement faire une seule surface de révolution avec cette coupe-là, c'est-à-dire un machin plat avec deux airs, tu vois, un machin en U comme ça. Comme ça. C'est ça, là. Tu prends ça, tu coupes. D'accord. Tu vois la forme de ça. Oui. Après, tu prends tes petites baguettes et tu les poses. C'est terminé, tu as torché ton machin. Et ça, c'est des espèces de grosses pelles qui vont au fond de l'eau et qui raclent toute la terre. Et qui la mettent dans la petite barque à côté.
C'est comme un camion, comme une pelle mécanique avec un camion qui prend la terre et qui met dans le camion. Et bien là, ça c'est la pelle et ça c'est le camion. Hop, voilà, ça s'appelle une machine à curer les porcs. Mais ce bout-là, je pense que je sais. Ça tourne et après le fil commence à descendre, comme ça descend de plus en plus. Oui, c'est vrai. bas. Mais qu'est-ce que c'est qui faisait tourner le moulin? C'est quoi le moteur? Doucement, monsieur. Les voiles. C'était des messieurs qui avaient dans la roue. Parce que les messieurs, ils étaient grands comme ça. Comme celui-là. Un peu plus grand que ça. Comme ça. Ils étaient grands comme ça. À l'échelle, hein, tout à l'heure, c'est petit, ça c'était gros, hein, vrai. Hein. Donc ils étaient. T'as déjà vu des roues de hamster? Non, attends, c'est un peu difficile. Mais donc, ça c'est une roue qui tourne. Dedans, toi, il y a comme des échelons. Si tu montes sur l'échelle, elle tourne un peu, elle tourne un peu, elle tourne un peu. Ah, elle tourne. Elle tourne comme ça, et ça permet, avec la chaîne, de ramener doucement la pelle qui a curé le fond. Bien coincer le chien, elle sort comme ça. Mais si la gâchette elle appuie, il ne faut pas l'enlever, il faut que ça l'enlève en arrière. Et c'est ça, je ne comprends pas ce système-là. Je n'avais pas trouvé sur Internet. Je vais regarder. Ouais, bah, je vous remercie. Hein. Bon. Je garantis rien, mais... Non. Maintenant, je me mets au pistolet des armes miniatures. Voilà. Des armes anciennes, pas modernes. Il était où, vous dites? À Gottstadt. C'est. Mais je veux dire, dans quel état? Pourquoi il était échoué non, c'était recouvert de tours, de vases, mais vraiment en Norvège. Hein, c'était. Donc il était conservé quand même. Enfin, l'original, parce que j'ai des photos, tout ça. C'était de le retrouver. Des photos que j'ai prises. Effectivement, donc il y a principalement des maquettistes qui viennent de plusieurs pays d'Europe, mais il y a aussi, à l'étage au-dessus, toutes les associations, les grosses associations qui ont un rapport de près ou de loin avec le patrimoine lémanique. Voilà, donc c'est vraiment complètement complémentaire. Entre ce qui se passe avec les maquettistes et les associations du haut, c'est complémentaire. Voilure est beaucoup plus en arrière. Alors que là, ils en ont fait presque un bateau moderne. Le mât est trop en avant. Un puits de dérive. Et puis... Alors, je suis président de l'association qui s'appelle l'Atelier des voiles d'antan du Léman, dont l'objet est de préserver, restaurer et faire naviguer les bateaux traditionnels du Léman et d'ailleurs. On est basé à Messery et on est un atelier associatif qui accueille à peu près une quarantaine de membres, 40-45 membres. À peu près une trentaine de bateaux. Aujourd'hui, on a amené un snipe qui n'est pas typique du Léman, mais où il y a eu une flotte très importante dans les années 50. Nous, le principe de notre association, en fait, c'est que les gens viennent chez nous pour apprendre à restaurer des bateaux, qu'ils en aient un ou qu'ils n'en aient pas. Donc ce bateau-là, il a nécessité plusieurs années de restauration, puisqu'il a été récupéré à l'état d'épave. Et puis c'est un de nos membres qui est très doué pour la charpenterie de marine, qui a fait un travail remarquable pour le remettre en état et aujourd'hui il est en état de naviguer. On a des ateliers partagés en fait qui sont à disposition des membres avec un petit peu d'outillage et surtout on a des formations, on a beaucoup de connaissances dans l'association qu'on transmet avec grand plaisir. Le constructeur c'est Chantier Floquet, c'est son travail de présentation pour le meilleur ouvrier de France. Voilà. Ah oui. 1959. Il a surtout une valeur patrimoniale, quoi. Et on essaye également de naviguer ensemble le plus souvent possible. Donc on organise tous les ans au mois d'août la classique de Sciez, premier week-end d'août, à Sciez, qui réunit une quarantaine de vieux bateaux tous les ans. On est surtout là pour documenter un petit peu tout ce qui est le côté fabrication des bateaux. Enfin, voilà. Alors la Fondation Boll, c'est une fondation morgienne qui a été créée par un personnage qui s'appelait Jean-Jacques Boll
et qui a doté une fondation pour que le nom de la famille soit perpétué à travers toutes sortes d'actions muséographiques et de soutien à des sujets assez larges. Depuis une douzaine d'années, il y a un prix du patrimoine qui est donné tous les 2 ans à une restauration, qui est attribué à une restauration particulièrement bien menée d'un bateau lémanique. Le bateau qui est là, ce bateau vert clair, c'est mon canot de pêche personnel que j'ai depuis 42 ans. Un canot de pêche à voile latine qui a été construit en 1928, que j'ai restauré il y a 42 ans. Et qui a une voile latine, c'est pour ça qu'il est là. On illustre avec ce bateau la présence des voiles latines, non seulement sur les barques du Léman, mais aussi sur les canots de pêche. La Maillard, navigatrice, libre comme l'eau, donc tout ce qu'elle a fait. Là, c'est une photo avec Vion, très royale de bien. Après, elle a essayé de vivre en étant journaliste nautique. Donc, elle a été sur des grands bateaux, le Shamrock 4, enfin voilà. Elle avait écrit 2 livres, Croisière et Caravane, La Vagabonde des mers, qui parle un peu de tout ça. Et puis surtout, elle a été aux Jeux Olympiques de Paris. Elle est la première femme à barrer un voilier aux compétitions olympiques. Son arrière-grand-père et son père, Léopold, le père d'Hermine, Léopold, était le petit-fils d'Horace Bénédicte de Saussure. Et là, j'ai pu découvrir, j'étais un peu stupéfaite, il faut le dire, qu'elle avait navigué sur plus d'une 30aine de bateaux, qu'elle avait participé à une 60aine de compétitions en 3 ans, dont les Jeux Olympiques de Paris en 1924, où elle a terminé 9e. Et puis ensuite, avec son amie Hermine de Saussure, elles ont fait près de 9000 milles en mer, dont un bon tiers en équipage féminin. C'est vraiment des pionnières dans le yachting féminin européen. Je représente le musée des traditions et des barques du Léman à Saint-Gingolph et conjointement les perles du lac. Un grand secret, elles sont faites en noyau, la nacre qui est extraite de l'écaille de poisson. Et puis la fabrication, c'est trempé dans la nacre jusqu'à 40 fois selon la qualité qu'on veut obtenir. C'est le canot de la section de sauvetage de Brelocom. Elle a été construite, enfin le vrai canot de sauvetage a été construit entre 1923 et 1924. Et comme ils n'avaient pas d'argent, puisque la section se créait, c'est monsieur et madame Douarin, les premiers propriétaires de la première fabrique de perles de Saint-Gingolph, qui a fait un prêt, mais qui n'a jamais été remboursé. Donc ça a été un sponsoring formidable. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Parce que tous les membres fondateurs de la section de sauvetage de Brelocom étaient pêcheurs. Et les pêcheurs allaient chercher, faire des traits, chercher les ablettes nécessaires à la fabrication des perles du lac. Et il y avait des tonnes d'ablettes, c'est-à-dire les sardines, ce qu'on appelle des sardines, qui étaient capturées chaque année uniquement pour fabriquer les perles. Et il y a quelques années, 5 ou 6 ans, un monsieur Sello, chimiste de son état, a repris la fabrication des perles. J'ai été 20 ans administrateur des Amis du Musée de la Marine. J'ai été vice-président pendant 3 ans et mes dernières fonctions, j'étais président des Amis du Musée national de la Marine. Hubert Flatrès m'a demandé d'intervenir de façon à présenter à la fois le Musée national de la Marine et l'AMM, dans la mesure où nous sommes très liés. Dans les 2 cas, ce sont des charpentiers de Saint-Gingolph qui construisent des bateaux. 1948, la Violette, dernière barque construite en 1932, devient vaudoise. Et 1961, Victoire, c'est la dernière barque démolie. Pour ceux que la numérologie intéresse, remarquez, voilà, 1691 la première, 1961 la dernière.
disons, la voile latine nous permet de profiter au maximum de tous les vents possibles sur le Léman où il y a une quantité énorme de vents et surtout des vents qui changent très rapidement. Vous pouvez passer d'une vaudère à passer sur une bise et c'est beaucoup plus facile avec la voile latine. L'antenne tourne autour du mât. Contrairement au bateau avec une baume où la baume a certaines limites, et d'ailleurs des limites des fois un petit peu malsaines. Quand on se fait avoir, on ramasse la baume sur la figure. Voilà. Il y a combien de bateaux qui sont... Alors, actuellement, il y en a 6. Nous, notre rôle à nous, c'est fédérer les diverses associations des voiles latines, des bateaux, et de leur faire une promotion. Et aujourd'hui, on a un projet pharaonique, je dirais, puisqu'on peut parler de pharaonique, puisque les voiles latines sont nées chez Pharaon, hein, pas oublier, en remontant le Nil. C'est pour ça qu'on a inventé les voiles latines. Mais ce projet pharaonique, c'est l'UNESCO, c'est l'inscription de l'art de cette technologie et de l'art de la navigation en voile latine qui devrait pouvoir être immortalisé à travers l'inscription à la liste de l'UNESCO du patrimoine universel. On l'espère beaucoup et le projet avance très fortement. On est en ce moment en discussion avec... Il y a 9 pays qui font partie de ce groupe de travail pour déposer ce dossier à la fin de cette année pour espérer avoir une réaction de l'UNESCO l'année prochaine. C'est vous qui l'avez fait? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je l'ai reçu comme cadeau. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas non, mal. c'est un certain M. Binchener. C'est un employé de banque dont son hobby c'était les maquettes. Il a fait toute la flotte. Hein. Le thème c'était notre association qui contribue financièrement à la sauvegarde, à la pérennité de la flotte Belle Époque sur le Léman. Voilà. J'ai mis dans ce contexte-là sur la navigation avec des bateaux à aube qui a été à son apogée lors de la Belle Époque. Hein, on mettait en service pratiquement un bateau tous les 18 mois, c'est incroyable nos jours. Hein. Notre association, en l'an 2001-2002, pour différentes raisons, était en danger, manque de financement. Et avant de dire on ne peut plus rien faire, il n'y a plus d'argent, hein, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas une recherche de fonds privés qui non pas remplacent mais qui complètent au fond l'engagement de la compagnie. On nous a souhaité bonne chance, hein, et puis effectivement, heureusement, l'engouement de la population et des mécènes importants a été tel que maintenant, je dirais, on peut admettre que la pérennité est assurée et que le secteur privé a participé maintenant avec 1/3 de tous les investissements. Voilà. Mais c'est vrai que ma grand-mère, hein, ma grand-mère qui a survécu le général Guisan de 4 ans, c'est encore elle qui a lancé la bouteille de champagne pour baptiser le bateau en 1964. Voilà. Et puis le tout dernier bateau à vapeur à roue à aube, hein, qui a été construit le Rhône en 1927, avant que la technique des bateaux à hélice diesel reprenne le dessus. Il y a quelques artistes en plus qui sont présents et qui évidemment présentent des tableaux qui ont un rapport avec le lac Léman et les bateaux. Moi, je fais beaucoup de tableaux concernant les barques de maillerie et là, j'ai présenté des tableaux de nuit. Parce que je trouve, et c'est un avis personnel, il n'y a pas de vérité, hein, je trouve que la nuit, avec la lune, on fait un travail sur l'ombre et la lumière qui est plus intéressant qu'avec le soleil. Voilà. Ma passion, c'était vraiment la photographie. Et ensuite, j'ai vraiment voulu passer de l'image à la réalité. Et il a commencé à sélectionner des fragments de coques qui sont bien réels. On a autant de la fibre que du bois et parfois du métal. Tout en sachant que ce qui me plaît vraiment, ce sont les voiliers, mais j'aime beaucoup les barques de pêcheurs dans le sens où elles ont une véritable histoire, il y a un vécu. Et chaque bateau a un peu comme nous sur la peau ses propres cicatrices. Et
Et chaque bateau a ses voyages et donc chaque pièce est forcément unique. C'est un peu l'esprit de garder, conserver le travail du temps et des éléments. Je dirais que chacun doit y voir ce qu'il entend et je donne surtout libre cours à l'imagination de chacun. Les gens intéressés achètent les livres pour faire les maquettes. Parce que les livres sont faits pour faire les maquettes. C'est actif et ça génère pas mal de trafic et les gens sont contents. Et voilà. Sans être l'usine, ça reste qualitatif dans l'ensemble. Voilà. On est presque les seuls au monde à faire ça. Très bien. Surtout sur la marine française, ça c'est sûr. Sur la marine étrangère, il y en a un petit peu aux États-Unis, mais c'est tout. Les corsaires de Méditerranée, sous l'Empire, sont des corsaires qui sont presque toujours oubliés. Parce qu'on pense toujours soit dans l'île de France à Surcouf, et on pense évidemment en Manche et en mer du Nord aux grands corsaires de Saint-Malo, de Dunkerque, de Boulogne et d'ailleurs. Mais en Méditerranée, il y a eu plus de 400 lettres de marque et plus de 200 à 250 capitaines corsaires de 1803 à 1815. Donc là, c'est un autre corsaire, mais cette fois-ci c'est un 3-mâts de Méditerranée, toujours par roue. Il est armé à 7, il fait 300 tonneaux. C'est le deuxième en gain corsaire, c'est le deuxième de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui est amusant? Il a des rames. Bon. Eh bien, tous les bateaux corsaires, jusqu'à 300 tonneaux, ont des rames. Mais quand est-ce qu'on rame? Quand la mer est plate. Vous voyez que c'est aussi un gréement dissymétrique. Mais surtout, ce qu'on constate très très bien, c'est la voilure énorme. Ce sont des bateaux qui sont survoilés et on a des récits de navires où le mât casse, où le bateau carrément chavire. On peut aujourd'hui, grâce à des documents qu'on appelle les liquidations, on peut véritablement arriver à retracer plus d'une centaine de campagnes de course avec les lieux, les combats, les prises, la valeur des prises, etc. Donc on peut véritablement arriver à faire une cartographie de la course qui nous révèle l'importance de ce phénomène oublié au profit de l'océan Indien et puis de la Manche à mer du Nord. Ah mais c'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique. Vous l'avez été le voir un peu? Ah oui. Ah, vous avez vu les détails? Il faut surtout regarder les détails, c'est important. Le travail, les détails, c'est très très important. Hein. Je ne m'attendais pas à voir des bateaux si anciens. Voilà. Je pensais que c'était plus généraliste, mais il y a des sacrées belles pièces. Sacrée belle pièce. Tout à l'heure, j'écoutais un monsieur qui disait qu'il avait mis 10 ans pour le faire. Je disais que les gens étaient très contents de l'accueil, de ce qu'ils avaient vu et que même les exposants étaient très contents de l'accueil qu'ils avaient reçu. Ils n'avaient pas l'habitude d'être reçus comme ça.